C'est pour M. Herzog. Vous avez parlé du topos concernant le bébé cherchant désespérément un ancien nourrisseur sur le corps de sa mère morte. Vous pensez vraiment que c'est Raphaël qui serait le premier à avoir représenté ceci? Oui, il est acté quand même que dans les œuvres d'art, c'est la première fois que ce sujet a été représenté. C'est ce qu'en tout cas a défini une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur la peste et sa représentation dans les années 90, qui a produit le premier livre finalement sur le sujet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre qu'il y a, j'ai pas eu le temps de le dire parce que je n'avais pas beaucoup de temps, mais qu'il y a un décalage en fait entre l'invention de cette image forte et sa réutilisation plus tard, puisque Raphaël l'invente vers 1512, mais elle est reprise uniquement à partir du XVIIe siècle, à large échelle, c'est-à-dire 100 ans plus tard, et c'est Nicolas Poussin, en fait, dans un tableau célèbre qui s'appelle La peste à Asdod, qui se trouve au musée du Louvre, pas en 1630, où on retrouve de nouveau une citation de ce groupe. On voit donc l'enfant mort sur le sein de sa mère. Et après ce tableau de Poussin, qui devient assez rapidement célèbre, la gravure de Raphaël est de nouveau diffusée, le tableau est gravé, représenté, et là, ça devient véritablement un topos dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des tableaux, et dans tous les ex-voto, plus ou moins, on retrouve ce groupe très pathétique. Est-ce qu'on pourrait avoir le nom de la personne qui a fait la première étude sur le sujet? Oui, alors elle s'appelle... mon PowerPoint. Je ne voulais pas vous gêner. Elle s'appelle Beukel. C'est une Allemande, et c'est un livre qui s'appelle Plague and Pestilence, Iconology of Disease, et qui a été publié, si je ne m'abuse, en 1999. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, j'aurais aimé poser une question à Régis Bertrand, parce que c'était intéressant de voir l'historiographie de l'historiographie. Est-ce que le premier centenaire et le deuxième centenaire de la peste ont donné lieu à des manifestations, puisqu'aujourd'hui on tient un colloque, et tu as montré, enfin tu as dit au passage qu'effectivement en 1820, il y a au moins la parution de ce gros travail bibliothécaire de la ville. En revanche, curieusement, dans les dates que tu cites, il n'y a rien en 1920. Alors comment expliquer ces différences? Alors effectivement, le premier centenaire de la peste a donné lieu à un certain nombre de publications. Bon, à nos yeux, la principale, c'est celle de Geoffrey, le recueil donc de textes. Il y a eu aussi des gravures. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a par exemple la gravure de Besson qui montre le centenaire du vœu du Sacré-Cœur sur le cours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, il reprend la toile de Serre, mais qu'il ajoute la Trinité dans le ciel. Et effectivement, vous avez raison, alors qu'il n'y a guère que les deux gravures de Rigaud dans une version qui montrent des personnages célestes, c'est-à-dire les anges qui rentrent l'épée dans le fourreau. En revanche, au XIXe siècle, on revoit apparaître des personnages célestes. On les voit aussi sur les deux bas-reliefs de la statue de Belzunce qui est inaugurée en 1953. Alors pour le XIXe, l'autre grand moment, c'est la mort de Belzunce, le centenaire de la mort de Belzunce sous le Second Empire, qui fait, pour laquelle on réalise la statue de Ramus et qui est installée sur le cours, qui devient le cours Belzunce. Là aussi, il y a quelques publications, en particulier la première tentative de publication importante d'une biographie de Belzunce, mais il est net, en revanche, qu'en 1920, non, il n'y a pas beaucoup de choses. Il est vrai qu'il y a la grippe qui vient de rappeler la peste d'une autre façon, hein, c'est tout à fait net. Je voudrais demander à Régis Bertrand si dans le travail de Robert Potet sur le Chevalier Rose, il fait état de 3 petits textes manuscrits qui ont paru en 1722, et l'un faisant l'apologie du Chevalier Rose et les 2 autres, au contraire, étant de véritables pamphlets. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce genre de petits textes manuscrits apparus très rapidement après la peste? Mais effectivement, ça fait partie des polémiques qui ont lieu pendant la peste.
Et des polémiques qui ont lieu immédiatement ensuite et qui rebondiront, en particulier, sont des textes qui sont redécouverts au 19e, parce qu'au 19e, le Chevalier Rose intéresse beaucoup les républicains anticléricaux. C'est exactement le personnage qu'on peut opposer à Belzunce. Ce qui fait qu'en 1880 et quelques, sera inauguré le buste du Chevalier Rose à la Tourette. Alors, bon, il est évident qu'il est difficile de dire d'abord, j'avoue qu'il y a un certain temps que je n'ai plus travaillé sur le Chevalier Rose, il est difficile de dire de qui sont ces textes, mais effectivement, ça fait partie de ces textes qui remettent en cause des publications ou bien la célébration de personnages comme des héros. Moi, si je peux me permettre d'intervenir pour la deuxième fois, ça serait à l'intention de M. Barras. J'ai été frappé dans votre communication par le fait que vous avez signalé comme un des éléments de l'épidémie que nous traversons qu'il existait au niveau mondial des moyens de surveillance et qu'au fond, il y avait des plans, on était prêts pour affronter l'épidémie. Et ce que nous vivons laisse montrer que, malgré tout, la vague épidémique a quelque peu dépassé ce qui était prévu, ce qui était prêt. Et ça me paraît coller, même si je ne suis pas un historien du XVIIIe siècle, avec ce qui s'était passé à Marseille, où théoriquement il devait y avoir un système de santé efficace, et puis on a vu ce qui est arrivé. Alors est-ce qu'il n'y a pas là aussi, puisque vous tiriez des traits communs et des différences, une sorte d'invariant de l'histoire des épidémies? On les attend, un peu comme le soldat du désert des Tartares, et puis lorsqu'elles arrivent, eh bien, il arrive ce qu'il arrive. Oui, j'ai souligné effectivement, c'est des réflexions en cours, hein, donc c'est pas non plus fondé sur une enquête systématique qui serait probablement impossible à réaliser vu l'étendue du sujet, mais effectivement comme je ne sais pas si on peut appeler ça un invariant, en tout cas une constante qu'on remarque lorsqu'on explore un peu le sujet, que la question de la surprise est ce qui caractérise l'épidémie. Presque étymologiquement, ça tombe sur le peuple, quelque chose qui tombe de nulle part sur le peuple. Épidémos, épidéméo en grec ancien, c'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça par surprise. Donc l'effet de surprise, en dépit du fait qu'on a depuis 20 ou 30 ans à l'échelle mondiale tenté de mettre sur place, l'OMS a consacré une bonne partie de ses efforts à mettre sur place ces systèmes sentinelles, ces plans de surveillance, ces plans d'organisation des systèmes sanitaires. Tout est prêt et malgré tout la surprise vient. Alors ça, je pense qu'il faudra encore élaborer ça et peut-être que ça serve cette fois de leçon pour les inévitables épidémies ultérieures qui ne seraient faire que survenir un jour ou l'autre, peut-être d'essayer de diminuer cet effet de surprise qui n'est certainement pas un effet très bénéfique au niveau des populations, ça c'est sûr. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à 10h. Nous vous donnons rendez-vous demain à 10h pour cette fois une journée entière consacrée à la peste, enfin à la période, aux périodes antiques. Donc, comme on vous l'a aussi signifié en ouverture, ce colloque est délibérément, volontairement transdisciplinaire et demain sera particulièrement consacré à l'étude des savoirs. Qu'est-ce qu'on sait à partir des sources latines, grecques et également arabes, donc dans les textes, dans les récits de peste. Donc je pense qu'on va découvrir en tout cas beaucoup de choses grâce à ces études minutieuses et au partage des connaissances qu'on va prolonger demain, jeudi et vendredi. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain à 10h et demain à 10h aussi sur YouTube pour ceux qui nous suivent à distance. Merci et bonne soirée.